Nous sommes tous heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de kiosque, regard croisé, multiple sur l'actualité de la semaine. Vous connaissez le principe éditorial de notre rendez-vous. De quoi allons-nous parler? Eh bien, des manifestations violentes dans le monde musulman après la présentation d'un film anti-islam. Les symboles américains dans une quinzaine de pays ont été pris pour cible. Nous reviendrons également sur l'espoir d'une amélioration dans la zone euro. De bonnes nouvelles, ce n'est pas si fréquent, nous avons choisi de nous y arrêter. Nous parlerons de la polémique sur l'attitude des riches. Le français Bernard Arnault, 4e fortune mondiale, veut devenir belge. Nous verrons s'il y a des raisons fiscales. Et puis dans notre C'était il y a, retour sur un mythe il y a 30 ans, Grace Kelly, devenue Grâce de Monaco, trouvé la mort dans un accident de la route. Nous reviendrons sur cette icône 30 ans après. Pour commenter cette actualité, à la table de kiosque, aujourd'hui, nous recevons Alexandra Kaminskaya, qui dirige à Paris l'agence russe RIA Novosti. Merci d'être des nôtres. Nous recevons également Axel Kraus, correspondant en France du magazine en ligne Transatlantic Magazine et également secrétaire général de la presse anglo-américaine à Paris. Merci Axel de nous avoir rejoints. Nous recevons également Ahmed Youssef de Al-Aram Hebdo, grand hebdomadaire égyptien, qui nous a donc rejoint également. Charline Vanecker de la radio-télévision belge d'expression francophone. Vous êtes la correspondante de la radio à Paris de la RTBF. Et puis Alexia Kefalas de Ikaterini, le grand quotidien de la Grèce. Nous prendrons des nouvelles de la situation dans le pays dans lequel vous résidez principalement. Édito de Julien Brune, donc autour de cette nouvelle flambée de violence dans le monde arabo-musulman. Une quinzaine de pays ont connu des manifestations violentes et parfois même meurtrières. Ainsi, en Libye, l'ambassadeur américain a-t-il été tué, a-t-il trouvé la mort au cours d'une nuit d'émeute. À l'origine de ces mouvements, ce qu'on ose tout à fait appeler un film islamophobe, L'innocence des musulmans. Il n'est visible ce film que sur Internet. Il a déchaîné les passions, ou bien peut-être tout simplement leur a-t-il servi de prétexte. Édito Julien Brune. Donc voilà que ça recommence. Quelqu'un a déniché, par hasard ou pas, dans les très grandes profondeurs d'Internet, une obscure vidéo se moquant, moins bien que ne le ferait un potache, de l'islam et de son fondateur. Et aussitôt, la liste des morts s'allonge, à commencer par celle de l'ambassadeur des États-Unis en Libye, alors qu'évidemment les États-Unis n'y sont absolument pour rien. On ne vous la montrera pas, cette vidéo, parce qu'elle ne vaut même pas le clic qu'il faudrait faire pour la voir. Si vous le faites quand même, ce clic, vous constaterez par vous-même la nullité abyssale de ce qui nous vaut tout ce tohu-bohu. Nous ne suggérons pas, bien sûr, que le nombre de morts soit proportionnel à la qualité littéraire ou cinématographique de ce qui provoque, à intervalles réguliers, la colère des plus énervés du monde musulman, mais pas seulement des plus énervés, hélas. Par exemple, le tout nouveau président de l'Égypte s'y est mis, lui aussi, même si c'est en mode mineur. Alors qu'il devrait y avoir un niveau en dessous duquel plus rien n'a d'importance et ne devrait être relevé. Eh bien non. La médiocrité des uns et des autres est en train de s'emparer de la planète tout entière. Depuis Salman Rushdie, pourchassé pendant 20 ans, qui avait écrit un vrai roman, jusqu'au vrai réalisateur hollandais Theo van Gogh, assassiné, sans oublier bien sûr les caricatures de Mahomet, et aujourd'hui ce non-film consternant. La qualité des prétextes à la colère musulmane est décidément en baisse. Et demain, un mot ou un geste de travers, vrai ou supposé, par exemple chez une enfant de 12 ans, comme au Pakistan, ou n'importe où dans le monde, dans une cour de récréation, et ça recommencerait? Nous y sommes presque. Oui, en effet, la question mérite d'être posée. Revue de presse de très nombreux magazines ou journaux dans le monde et sites également reviennent sur cette flambée de violence et les raisons invoqué. Voici par exemple Time aux États-Unis qui titre violence les provocateurs en désignant ici les salafistes et parfois même Al-Qaïda qui est évoqué dans ces émeutes notamment qui sont déroulées le 11 septembre. Voici au fait, nous allons au Maroc, quotidien d'information générale, colère en réponse à la provocation. Et cette fois-ci, les provocateurs seraient bien sûr les auteurs du film. En Algérie, les salafistes se retournent contre leurs alliés puisqu'en effet, vous voyez ici l'ambassadeur américain en Libye qui a trouvé la mort dans ces émeutes. On ne sait pas sur cette image s'il est secouru ou au contraire lynché. Ethnos, nous allons en Grèce, la guerre sainte et ses atrocités.
Le New York Times, toujours retour aux États-Unis, les manifestations anti-américaines au-delà du Moyen-Orient. Elles ont notamment eu lieu à Paris hier. En Égypte, ce titre, la colère l'emporte sur la raison. Alors précisément, Ahmed Youssef, il y a eu au Caire des violences également. La capitale a été marquée par ces émeutes également. Et on découvre que l'auteur de ce film, que je t'ose appeler un cinéaste, Nakoula, est égyptien, copte égyptien, donc voilà, chrétien égyptien. D'abord, Nakoula, je ne pense pas que c'est son vrai nom. Effectivement, il y a un Égyptien copte fanatique dans cette histoire, avec 2 autres personnes. Moi, je me demande sur le choix du temps. Pourquoi c'est maintenant qu'on a donc propagé ce n'est même pas la un veille film. du 11 septembre. Oui, mais ce n'est même pas un film. C'est une vidéo toute banale, je dirais même vulgaire. Il n'y a rien d'intéressant dedans. Pourquoi à ce moment-là? Moi, je pense que d'abord que cet Égyptien connu des services, avec des idées très fanatiques, il appelle à une république copte indépendante en Égypte, dans le sud égyptien. Mais moi, je pense qu'il y a une volonté de certains services. Je crois. Moi, je suis très loin de la théorie des complots, mais je pense qu'il y a une volonté de mettre le président Obama dans l'embarras. Dans ce moment difficile où il est dans les sondages coude à coude avec son rival, je pense qu'effectivement, il est dans l'embarras. On le voit très bien. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que montrer aux Américains que servir la cause des islamistes dans le monde arabe post-révolutionnaire n'était pas le bon choix. Le résultat, ce qu'on voit que... En gros, on s'est trompé sur le printemps arabe qui débouche sur l'extrémisme islamique qui est au pouvoir maintenant dans le monde arabo-musulman. Alors, ce que l'on remarquera, Axel Cross, c'est que les cibles de ces émeutes, ce sont partout des ambassades ou des lieux, disons, américains. Comme si, effectivement, l'Amérique post-printemps arabe était toujours aussi détestée. Oui et non. D'abord, sur cette histoire du film, je ne crois pas que c'était la véritable raison pour cette opération. Il y avait d'abord le 11 septembre. Ah oui. Tous les renseignements que nous avons, le New York Times, CNN, tous 11 les gens ans après sur le place, 11 septembre 2001. on a l'impression que c'était un coup parfaitement bien organisé. Les gens qui étaient là, qui ont tué l'ambassadeur et ses collaborateurs, c'était des gens hyper bien armés, hyper bien organisés et qui faisaient... On a même pu dire que c'était Al-Qaïda. Il y avait beaucoup de groupes qui sont des extrémistes, qui sont Al-Qaïda, pas Al-Qaïda, c'est pas ça qui est important. Mais ce sont le troisième groupe qui préoccupe Washington le plus. Et les 2 autres, il faut comprendre, expliquent la stratégie actuellement, parce que c'est la question qu'on se pose. Est-ce que la stratégie d'Obama, qui était annoncée au Caire en 2009, ouverture vers le monde islam, était un échec par toutes ces manifestations que nous voyons. Il y a à peine 2 heures, Susan Rice, l'ambassadrice aux Nations Unies, est une collaboratrice d'Obama, a bien expliqué la politique qui n'a absolument pas changé. Ça veut dire qu'elle s'explique aussi l'attitude vis-à-vis de la Syrie. Les États-Unis ne veulent pas imposer, Obama ne veut pas imposer la force américaine ni le système démocratique américain dans le Moyen-Orient. Premier point. Deuxièmement, elle s'explique la politique actuelle. Nous allons, des États-Unis, nous allons soutenir des régimes qui soutiennent la démocratie. Donc la stratégie, ce n'était pas de réagir immédiatement vis-à-vis de cette affaire, qui est quand même très compliquée. Ça embarrasse quand même Obama à quelques semaines de l'élection. Il a passé beaucoup de temps au téléphone avec M. Mohamed Morsi. Il veut surtout soutenir l'Égypte, qui est la clé pour le Moyen-Orient, pour l'administration Obama. Donc il considère que le problème n'est pas le même de trouver des coupables pour l'assassinat, mais de faire face à des régimes qu'il a soutenus
pendant le printemps arabe, et en même temps de soutenir, d'avoir une sorte d'explication éventuellement avec des grands publics, laissant en troisième position le vrai danger pour les États-Unis, qui sont des organisations extrémistes et armées. Alexandra Kamenskaya, comment en Russie il n'y a pas eu particulièrement ce type de mouvement, bien sûr, en Russie. Comment a-t-on perçu et a-t-on suivi de près cette nouvelle flambée de violence au Moyen-Orient? Oui, de très près. Et les réactions sont vraiment nombreuses. Et il y en a beaucoup parmi elles, surtout par rapport aux événements à Benghazi, avec la mort de l'ambassadeur américain, qui sont de dire on vous avait prévenu. Et voilà à quoi ressemble voilà sur quoi débouche à quoi ressemble une démocratie quand elle est instaurée les armes à la main avec de l'aide extérieure et dans une société qui n'y est pas encore prête. Donc on souligne beaucoup l'erreur de l'approche américaine au printemps arabe, que ce soit le soutien moral dans certains cas ou l'intervention militaire du côté des opposants comme en Libye. Mais même si pour certains cette erreur, on le voit comme si les États-Unis étaient piégés parce qu'on va appeler leur instinct idéologique qui est tellement fort. Ils croient tellement à la démocratie comme à la panacée immédiate à tous les maux du monde qu'ils peuvent tout simplement pas s'empêcher à soutenir tout, mais tout ce qui va contre les régimes antidémocratiques. Ils ne pèsent pas toujours tous les dangers que la Russie, quant à elle, a toujours eu au cœur de ses préoccupations. Ce qui veut dire, Alexandra, que ça justifiera d'autant plus, dans les semaines qui viennent, le discours de Moscou de dire pas d'intervention, pas de soutien en Syrie. Absolument, absolument, parce que écoutez ce que vous dit la Russie. Dès qu'il y a des gens qui prennent des armes, même si c'est pour inverser un régime qui n'est pas tout à fait sympathique, même pas du tout sympathique, d'accord, mais dès qu'il y a les armes, on ne sait plus qui est derrière ces gens et quels sont leurs objectifs réels. Est-ce que c'est la démocratie, est-ce que c'est le charia? On ne peut plus le savoir. Et on ne peut pas le soutenir. Et regardez, on sait plus ce qui se passe, ni en Syrie, ni en Libye. Qui combat avec qui pour qui? Est-ce que les gens qui sont venus tirer sur le consulat en Benghazi ne sont pas les mêmes que les États-Unis avaient aidé à renverser Kadhafi un peu plus tôt? Voilà, donc on ne sait pas. Mais bien sûr, au-delà de cette analyse un peu engagée, je dirais, il y a d'autres commentaires. Et je soulignerai seulement ce potentiel énorme de violence qu'on constate, qui est contenu dans la région et qui est dû à plusieurs facteurs comme la situation démographique, le niveau très bas de l'éducation, bien sûr, la situation économique et la pauvreté, et qui quelque part ne demande qu'à éclater, et sur ce plan est très facile à instrumentaliser parce qu'on s'en doute. La plupart des gens qui sont venus à Benghazi ou ailleurs casser, incendier, voire tuer, n'ont même pas vu le film. Oui, bien sûr. Attendez, on poursuit, s'il vous plaît. Je vous promets, je vous donnerai la parole, mais nos consoeurs ici ne se sont pas encore exprimés. Alexia Kefalas, qu'est-ce qui est dramatique? Que vous ne vous exprimiez pas? Non. Non mais sérieusement, parce que c'est quand même un sujet très sensible. Et on est dans une région ça fait la une de cette émission, qui est explosive. Ça faisait aussi la une de la presse grecque. Et dans la presse grecque, au-delà justement de tout ce qu'on a pu lire sur les théories, alors vous allez me traiter de conspirationniste, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on prend des prétextes, n'importe quelle bêtise, qui trouve une tribune maintenant sur Internet, parce que des fanatiques aux États-Unis, il y en a toujours eu. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour... Exactement. Et maintenant, on trouve ce genre de prétexte, alors que la région est vraiment très fragile. Et on est très proche, et mon collègue le sait aussi, et on le sent à tout niveau, et on se pose vraiment des questions. On est très proche au studio non, je parle géographiquement. Géographiquement. Et effectivement, on sent que ça peut exploser d'un moment à l'autre. Et c'est ça qui est dangereux. Donc après, effectivement, chacun a sa théorie et autres, cher Alexandra, mais il y a un vrai problème d'équilibre et c'est là que, notamment, l'Union européenne devrait intervenir. Je voudrais juste... Non. Permettez-moi de donner la parole tout d'abord à l'ensemble de nos confrères. Mais vous ferez tout ça. La parole est en partage. Charline Vannecker de la RTB, je vais vous demander comment, en Belgique, où il y a une forte immigration, comment est-ce qu'on regarde, comment est-ce qu'on redoute? Il y a eu des manifs à Paris, il y a eu dans plusieurs villes d'Europe. Est-ce qu'on redoute la même flambée de manifestations, sinon de violence? Bien sûr, on n'est pas à l'abri comme en France. Le pays est plus petit, donc normalement, ça doit se faire un petit peu plus petit. Mais ce qui est très inquiétant, c'est évidemment n'importe quel clampin qui poste une vidéo de série Z
ça met le feu partout. La crainte peut-être des amalgames aussi, faire attention, parce que on voit titrer Le Monde arabe s'enflamme et attaque les États-Unis à travers les manifestations, etc. C'est quand même des salafistes, c'est quand même une forme de minorité, des intégristes, etc. Et donc il y a une crainte de l'amalgame, je pense, chez nous. Alors, je vous redonne la parole. Axel Faust. Je vous promets, vous l'aurez. D'abord, je voulais signaler le fait vis-à-vis l'attitude de Moscou. Il ne faut pas oublier que les Russes ont voté avec les Chinois pour l'action en Libye. Et c'était la condition d'Obama pour l'intervention, en disant je ne veux pas aller là-bas, en Libye, militairement, sans l'accord des Nations Unies et les Ligues arabes. Et ils ont soutenu. Laissez-moi terminer. Le problème est que il y a les régimes que Washington et des alliés dans l'Europe soutiennent à fond, en Égypte, en Tunisie, etc., le printemps arabe. Je termine simplement en disant il y a deux grandes préoccupations de Washington actuellement qui dépassent des émeutes. D'abord, le danger que M. Netanyahou va pousser le bouton pour attaquer des installations iraniennes qui peuvent vraiment provoquer une crise mondiale. Le deuxième problème, et les Russes, je crois, s'en fichent complètement, c'est le fait que le régime, M. Assad, il a déjà menacé l'utilisation des armes chimiques et biologiques. Il est en train de détruire son pays, mais les États-Unis n'interviennent pas militairement, massivement. Et donc, c'est une attitude que beaucoup d'observateurs considèrent raisonnable et intelligente par rapport à la Libye. Alexandra Kaminskaya, je vous donne la parole, Ahmed, mais Alexandra Kaminskaya, vous faisiez remarquer que la résolution de l'ONU pour l'intervention en Libye, effectivement, ne supposait pas une intervention militaire ni au sol, ni par le biais de l'aviation. Vous vouliez réagir, Ahmed ? Deux secondes. On essaie d'occulter aujourd'hui un autre pan du problème, la défaillance des services américains. Ces 70 hommes lourdement armés qui sont allés à Benghazi, donc une ville symbole quand même de l'histoire de la Libye, de la révolution libyenne, au moment où l'ambassadeur était à l'intérieur avec son consul et ses intendants. Comment ça se fait que les services n'ont pas repéré cette opération? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, cette histoire de vidéo. On ne savait pas qu'elle allait parvenir à tout le monde en ce moment délicat. Dès qu'elle est sur Internet, elle est quand même accessible à tout le monde. On sait très bien que les services sont là, ils peuvent prévenir, ils peuvent faire des rapports, ils peuvent dire non, pas maintenant, attendez. Quand ils ont, vous savez, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Mais cette histoire de la Libye est une histoire qui montre très bien que les services américains ont failli à leur devoir dans la région. Et que ça aussi, je le porte sur les épaules du président Obama. La mort de l'ambassadeur des États-Unis, c'est d'abord la responsabilité des services des États-Unis. D'abord. Vous êtes sérieux en disant ça? C'est quand même incroyable. D'abord, laissez répondre Axel. Écoutez, 70 hommes viennent armés. Ahmed, on s'écoute sur cette émission. C'était pas un ambassade, c'était un consulat. Et alors? Et c'est un ambassadeur qui était un modèle pour le monde arabe. Il était admiré par tout le monde. Il était dans les rues, il parlait arabe, etc. C'était un coup monté. Effectivement, les services de renseignement n'étaient pas... Benghazi n'est pas Tripoli, d'une part. Mais j'ajoute aussi, le seul pays qui a vraiment des revendications justifiées vis-à-vis des États-Unis, c'est le Yémen. Parce qu'on utilise des drones, etc., tous les jours. Il y avait un grand article dans Le Monde hier. Et ça, c'est justifié. Moi, au Caire, qui est la grande alliée des États-Unis, qui est financée par les États-Unis. La Libye également. Je crois que vous faites un faux procès pour les États-Unis. En tout cas, il y a deux regards. En effet, responsabilité américaine, ou en tout cas fragilité américaine. Vous voyez, le proverbe dit que l'aveugle, c'est celui qui ne veut pas voir. Si vous ne voulez pas voir la faute des services américains dans ce meurtre de l'ambassadeur américain, eh bien, je vous dis que vous avez tort, mon cher Axel. Parce que quand même, mettez 5 hommes devant TV5 Monde maintenant dans la rue avec des pistolets en bois et vous allez voir ce que les services que vont faire ici. Oui, on peut prendre d'autres exemples que TV5 Monde, remarquez. Je crois ni moi été là-bas. Un mot, je vous demande, Axel, je vous demande un mot, on va passer à d'autres thèmes de l'actualité, une actualité qui est riche. Obama affaibli par ce qui vient de se passer? Non, justement, il n'est pas à 50-50. Il y a un sondage qui vient de sortir de New York Times de CBS. Il a 12 points d'avance sur Mitt Romney sur le conduit des relations internationales. Bon, donc même si effectivement l'international ne tient pas une part primordiale dans la campagne américaine comme dans d'autres. Alors, regard de dilemme autour de
de cette flambée de violence. Tout d'abord, ici, diffusion du film anti-islam sur le net, et que nous dit Dilem, l'impact a été immédiat. On voit de quel impact oui, en effet, mais nos dessinateurs sont très talentueux, et Dilem en particulier. Film hostile à l'islam, les manifestations anti-américaines se multiplient, No, you can't. On reprend ici effectivement le fameux slogan Yes, we can de Obama à quelques semaines de cette élection américaine. Et puis regardez ce dessin également très fort, toujours de Dilem, les attaques contre les ambassades américaines qui continuent. Et regardez la forme de cette manifestation qui a eu lieu, faut-il le rappeler, 11 septembre, il est très fort, nous dit Ahmed Youssef, et je confirme. Voilà pour cette flambée de violence sur laquelle nous reviendrons en fonction de l'évolution après ces journées très, très marquées, notamment en Tunisie. Voici les autres temps forts de l'actualité, c'est à la une. À la une, avec tout d'abord la situation de l'euro. Nous en parlions beaucoup avant la pause des vacances. Situation très complexe, très difficile et deux bonnes nouvelles au cours de la semaine. Ne boudons pas notre plaisir. Voici tout d'abord, nous sommes en Allemagne où la Cour constitutionnelle vient d'autoriser le fameux mécanisme européen de stabilité pour simplifier une sorte de pare-feu ou de bouclier de la zone euro. C'est une nouvelle importante. J'ajouterai que la Banque centrale européenne a annoncé qu'elle interviendrait de façon illimitée pour aider les pays les plus fragiles, notamment du sud de l'Europe, ce que l'on appelle le club méditerranéen. On peut penser à la Grèce, à l'Italie, à l'Espagne et à quelques autres pays. Alors ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Et à propos de l'Espagne, regardez cette manifestation qui vient de se dérouler au cours des derniers jours, une manifestation qui a donc recueilli, qui a attiré des milliers d'opposants à la politique d'austérité menée actuellement par l'Europe et notamment en Espagne. On a manifesté contre ces mesures d'austérité de façon assez massive. Alors revenons donc sur la décision de l'Allemagne et plutôt les bonnes nouvelles avec cette revue de presse. Ici tout d'abord dans The Nation en Thaïlande, le verdict allemand qui atténue les inquiétudes. Ce fameux mécanisme européen de stabilité, oui pour les juges, ça c'est en Allemagne, et non pour les Allemands, puisque l'opinion publique allemande, je vais mettre de puissants guillemets, en aurait un peu marre de payer pour les pays les plus laxistes dans ce domaine. Alexia n'a pas encore réagi, mais elle va le faire dans un instant. Je suis heureusement à 2 mètres d'elle et elle ne me lancera pas de stylo. En Suisse, lourde défaite pour les eurosceptiques. Là, ce sont les élections qui viennent de se dérouler aux Pays-Bas et on pensait que les eurosceptiques allaient l'emporter. Il n'en est rien. Nous allons en Belgique où la zone euro de mieux en mieux outillés pour une sortie de crise. Je vais reparler de la Grèce, j'aime les risques. Dans Ikaterimini, l'Europe est soulagée après la décision de Karlsruhe. Alors, bonne nouvelle pour la Grèce. Je dois ajouter, vous n'étiez pas sur ce plateau, que nous avons eu l'occasion d'évoquer le fait qu'on appelait les Grecs à bosser, à travailler 6 jours par semaine. Oui, effectivement, ça fait partie des mesures de rigueur qui vont être annoncées à la fin du mois, avant le regroupe du 8 octobre. Une embellie, on sort de la crise Oui, bien sûr. Non, mais je vous pose la question, Alexia. Non, on ne sort pas de la crise maintenant. Il y a 3 choses à retenir et je vais être très brève. La première, c'est qu'effectivement, par rapport au mécanisme maintenant européen de stabilité, il n'y a plus de problème d'ordre constitutionnel, mais que des problèmes d'ordre public. Ça, c'est une chose, il n'y aura plus de problème de procédure. Le dernier à ratifier le mécanisme européen, c'était l'Allemagne. Mais après, il y a un problème de sémantique. Je veux dire, appeler ça des plans de sauvetage. La Grèce en est à son énième plan de sauvetage et qui sont accompagnés de mesures de rigueur drastiques. Sauf que la rigueur, en période de récession, la récession en Grèce, on est dans la 5e année consécutive à une récession qui sévit à 6,2%, ce qui est énorme. Donc il est très difficile de pouvoir s'en sortir et du coup, il est difficile de voir le bout du tunnel. Donc la sortie de la crise, ce n'est pas pour maintenant. J'ai plutôt envie de dire que le pays est complètement rongé par la crise avec des salaires qui s'étiolent. Il y a une désespérance. Effectivement. Et c'est la désespérance qui est dangereuse. Il y a une grève générale le 26 septembre prochain. Et c'est la première fois qu'on voit véritablement les gens qui ont tout perdu et qui n'ont plus rien à perdre maintenant. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils vont descendre dans la rue ou pas? Non, mais on sent qu'il y a une vraie agressivité, une morosité, et qui est un quotidien maintenant avec cette austérité. Et c'est pas facile. C'est pas facile du tout parce que d'abord, ce n'est pas la bonne recette. Et ensuite, on sent que finalement,
il y a confusion. Et ça, c'est mon troisième point. On a l'impression que l'euro et la zone euro a kidnappé l'Europe. Et on se pose quand même maintenant des questions. Est-ce que les pays qui ne sont pas dans la zone euro, le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, est-ce que ça en fait des pays moins européens ou pas? Ça ne veut pas dire que la Grèce doit retourner à la Drachme, pas du tout. Ça veut juste dire qu'on a tendance à tout confondre et qu'on traite les Grecs de pas européens, qu'on les met au pilori depuis maintenant 2 ans et demi et qu'on se rend compte que finalement la récession est en train de ronger toute la zone euro et qu'il y a danger pour tout le monde et même pour la France, cher Philippe. Charline, dans l'écho que je montrais il y a un instant, la zone euro de mieux en mieux outillée pour une sortie de crise. Quel est l'état de l'opinion publique belge qui accueille, on le sait, dans sa capitale, Bruxelles, la capitale européenne? Un petit peu plus d'optimisme, même si c'est juste un obstacle qu'on a franchi. On a un peu l'impression qu'on est sur un 30 000 km haie et qu'on a passé une haie qui est assez haute, et même 2 haies, donc celle des Pays-Bas. Le soulagement aussi. C'est vrai que la Belgique se trouve entre l'Allemagne et la France, ce moteur qui ne s'entend pas très bien en ce moment. Voilà. On est un peu comme un État tampon, ce qui était la raison de l'existence et de la naissance de la Belgique d'ailleurs. Et puis on est très soulagé aussi aux Pays-Bas de voir les eurosceptiques plus à la marge, parce qu'on est très proche des Pays-Bas aussi. C'est vrai que ce qui se passe politiquement chez eux est tout à fait proche de chez nous, et donc il y a un double shoot d'optimisme qui vient nous animer un peu plus. Pour éclairer effectivement ce propos, rappelons qu'il y avait des élections législatives aux Pays-Bas. On s'attendait à ce que les eurosceptiques l'emportent, et tel n'a pas été le cas, ce qui a été ressenti comme effectivement une bonne nouvelle pour le reste de l'Europe, et notamment en Belgique.